Lorsque l'on commence à s'intéresser aux enjeux écologiques, on prend rapidement conscience de l'importance de l'énergie comme facteur déterminant de l'impact des sociétés humaines sur son environnement. Le concept d'esclave énergétique, vulgarisé par Jean-Marc Jancovici dans ses interventions, en est l'une des illustrations marquantes. Qu'est-ce qu'un regard approfondi sur l'histoire des sociétés humaines, par le prisme de l'énergie, peut nous apprendre de plus ? Spoiler alerte, cela change radicalement notre manière d'approcher les questions de transition écologique. De la révolution cognitive au développement de l'agriculture et jusqu'à la naissance de la religion du progrès, je vous propose de découvrir le rôle fondamental de l'énergie et ses implications sur nos futurs possibles en plongeant dans ce nouvel épisode de Oser le podcast avec l'enseignant-chercheur Victor Cour, auteur du livre L'emballement du monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Victor Cour. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue sur Oser. Merci pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Eh ben, écoute, moi aussi, je suis très content d'être là avec toi pour parler notamment de ton livre L'emballement du monde, qui propose une histoire des sociétés humaines sous l'angle de l'énergie et de la domination. J'ai vraiment adoré ton livre. J'ai littéralement bouffé, hein, pour le dire très franchement. Et tout de suite, je me suis dit, il faut absolument que je reçoive Victor dans le podcast. Pourquoi ? Parce que dans ton livre, en fait, à travers en fait cette histoire des sociétés humaines et cet angle que tu prends de l'énergie et de la domination, tu arrives à déconstruire de nombreuses croyances, de nombreux mythes, de nombreuses idées reçues, ce qui est tout à fait en fait le thème de cette saison du podcast Oser. Et du coup, voilà, c'est un petit peu pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on se rencontre et qu'on échange. Avant de rentrer dans le dur et que tu nous parles un petit peu justement de toutes ces thématiques, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelles sont tes activités, tes travaux de recherche ? Ouais, bien sûr, pas de problème. Bon, quand on demande de se présenter, on commence généralement par les études et le boulot, même si c'est une façon un peu bizarre de s'identifier en tant qu'individu, mais bon, allons-y. Donc moi, à la base, je suis ingénieur agronome. Enfin, en tout cas, j'ai fait une école qui s'appelle AgroParisTech, qui a fait un peu parler d'elle il y a quelques mois maintenant, quand certains étudiants, au discours de remise de diplôme, ont appelé à déserter, à bifurquer. On pourrait y revenir peut-être. En tout cas, j'ai fait cette école d'ingénieur-là. Et puis, au milieu de ces études d'agronomie, j'ai commencé à faire de l'économie. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème dans la vision standard des économistes, à savoir qu'ils ne parlent pas du tout d'énergie. Et moi, en tant qu'ingénieur, je comprenais bien que l'énergie, c'était quand même sûrement au centre un peu du processus de croissance économique, par exemple. Donc, j'ai enchaîné ensuite avec un master en économie de l'énergie, ensuite une thèse, un doctorat d'économie, où j'ai travaillé sur le lien entre consommation d'énergie et croissance économique, dans le temps très long. Voilà, et puis j'ai compris que j'allais rester dans le monde académique, que c'est ça qui me plaisait, et néanmoins avec une approche de plus en plus interdisciplinaire, ce qui se ressent, je pense, dans le livre, hein. Mais donc j'ai commencé dès la sortie de la thèse à lire de plus en plus d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, à me politiser aussi, à mieux comprendre ce qu'était le capitalisme. Enfin, en tout cas, je crois ou j'espère le comprendre un peu mieux. Et donc parler de la transition énergétique et écologique, mais avec un angle nécessairement politique et interdisciplinaire.
Et assez vite, en fait, j'ai eu l'envie de faire le bouquin, enfin de faire un livre comme ça, dès la sortie de la thèse, je crois, en 2016. Mais je sentais que c'était pas complètement mûr. Et en 2019, je me suis dit, allez, j'y vais. Voilà, je commence. Donc là, j'ai mis quasiment 3 ans pour l'écrire, trouver une maison d'édition. Voilà, et puis le faire sortir là en novembre 2022. Bah, écoute, génial. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ce livre en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à travers tes lectures, tes travaux de recherche, tes différentes enquêtes, tu as eu envie d'écrire un livre autour de l'histoire des sociétés humaines en prenant en fait ce parti pris assez fort qui est l'angle de l'énergie et de la domination? Hmm. Alors, sur le premier, c'est parce que comment dire, bah, l'énergie, c'est quand même, c'est la marque du changement en physique, d'accord? Donc, si on veut notamment avoir de la croissance économique, il faut avoir de l'énergie. Et finalement, les 200 dernières années, depuis la révolution industrielle, c'est vraiment ça, en fait. L'histoire du développement économique et du capitalisme industriel, c'est surtout l'histoire de la consommation d'énergie. Donc ça, c'était assez clair pour moi. Et ensuite, euh, et donc, enfin, et donc la transition énergétique actuelle, hein, elle va, c'est la transition énergétique qu'on se doit de faire maintenant pour consommer moins d'énergie fossile et essayer de consommer autre chose, une énergie moins carbonée. C'est pas juste changer la nature de l'énergie, du système de production, et puis voilà, tout le reste va rester inchangé. En fait, ça demande de tout changer quasiment. Euh, et, et donc, ça demande d'avoir justement une vision interdisciplinaire des choses. Euh, et par ailleurs, l'énergie, c'est ce qui permet aussi, c'est ce qui a permis historiquement à certaines populations, à certains pays, d'imprimer leur domination sur d'autres peuples, d'imprimer aussi leur domination sur la nature. En gros, ce qui a donné la capacité à l'humain d'aller exploiter certaines ressources naturelles, c'est parce qu'il consommait certains types d'énergie. Et finalement, l'histoire de l'énergie, elle permet aussi de comprendre ce qui s'est passé en termes de domination dans les sociétés elles-mêmes. Par exemple, l'apparition des classes sociales avec l'État. Voilà, ça s'est fait quelques millénaires après l'apparition de l'agriculture, qui est un mode de capture de l'énergie, enfin de l'énergie solaire. Donc voilà, tout ça est un peu enchevêtré, et puis je pense qu'on est à une époque où on a besoin un peu de ce genre de grand récit, parce qu'on est dans une époque troublée, un peu perdue, on sait pas trop, on se sent un peu à la croisée des chemins, dans le sens où la civilisation thermo-industrielle, comme certains l'appellent, voilà, elle arrive un petit peu disons, elle commence à buter sur certaines contraintes. Donc on remet un peu en cause ça. Il y a des alternatives qui ont été tentées au milieu du XXe siècle avec le communisme, enfin, en tout cas peut-être pas avec le communisme tel qu'il avait été pensé, mais certaines applications étatiques du communisme. On est un peu perdu, on ne sait pas trop vers où on va sur la fin de ce siècle, du 21e siècle, avec le changement climatique. Et donc, je pense que je fais partie des gens qui pensent que puiser dans l'histoire des enseignements, ça peut être utile à la compréhension du présent et à une meilleure anticipation du futur. Donc, voilà, pour toutes ces raisons que j'ai voulu faire ce livre. Et du coup, je suis désolé, je reviens un petit peu dessus, mais pourquoi est-ce que l'énergie, c'est particulièrement pertinent? Ça, tu l'as dit un petit peu, parce que l'énergie est moteur en fait Mm. de ce qui a permis le développement des différentes sociétés, des Mm. différentes civilisations, que l'énergie aussi, enfin en tout cas la capacité à s'accaparer des sources d'énergie ou des vecteurs énergétiques, c'est ce qui aussi permet une certaine domination entre société, entre civilisations, au cœur même Ouais. des civilisations. Et pourquoi ça, en fait, c'est important pour toi? Juste pour comprendre un petit peu aussi d'où tu viens, quelle perspective, tu vois, comment est-ce que tu te places? Tu as dit que tu étais politisé, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à une certaine vision du monde ou certaines valeurs que tu prônes? Ouais, c'est compliqué comme question. Mais en fait, c'est indispensable parce que je pense qu'on a comment dire, la façon dont on a plutôt réfléchi à notre société enfin, dont on a l'habitude de réfléchir à notre société, c'est une vision assez hors sol. On parle des rapports sociaux, on peut parler effectivement de classe sociale, on peut parler
de croissance, pas croissance, d'équité, etc. Mais on oublie qu'il y a un sous-bassement matériel, énergétique, disons, qui borne le domaine des possibles. C'est un petit peu ce que je dis, les types d'énergie qu'on a exploités au cours du temps, dans l'histoire, ils n'ont pas tout dirigé. Hein. Il ne faudrait surtout pas tomber dans un déterminisme monocausal qui dirait que c'est l'énergie, le type d'énergie à notre disposition qui détermine la trajectoire ensuite des sociétés. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de dire que quand même l'énergie à notre disposition borne, enfin en tout cas délimite le domaine des possibles, et qu'à l'intérieur de ce domaine-là, eh bien, effectivement, il y a des agencements complètement différents par les institutions, par les types de relations sociales qui peuvent être mis en place. Mais ce qui est clair, c'est que, par exemple, on voit bien que le passage à l'énergie fossile, donc avec le charbon, la machine à vapeur, ça a été un tournant quand même majeur avec la révolution industrielle sur notre capacité à avoir un impact sur l'environnement, voire même de rivaliser avec des forces naturelles. Hein, donc là, c'est vraiment la domination sur la nature. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce concept d'anthropocène qui a émergé il y a quelques... Je commence par ce concept-là dans l'introduction du livre. Ce concept d'anthropocène, je vais l'expliciter un peu. C'est l'idée qui a émergé au début des années 2000 de dire les activités humaines sont tellement énormes, elles rivalisent avec les forces de la nature, et donc on a fait sortir le système Terre de l'époque géologique dans laquelle il se trouvait, qui était l'Holocène, depuis 12 000 ans, et on a basculé dans l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque de l'homme, l'époque des humains plutôt. Et effectivement, les premières personnes qui ont mis en avant ce concept dans les années 2000, ils ont dit la date à laquelle l'Anthropocène a démarré, ce serait justement le début de la révolution industrielle avec le charbon et la machine à vapeur. Et puis après, il y a eu tout un tas de discussions. Est-ce qu'on est sûr que ça ne démarre pas plus tôt, cet Anthropocène? Est-ce que dès le début de l'agriculture, il y a 12 000 ans, et le fait que les populations humaines soient sédentarisées, qu'elles grossissent de plus en plus, qu'elles se densifient, qu'elles commencent à changer le matériel vivant par la domestication des animaux, par exemple, est-ce que ce ne serait pas là le début de l'Anthropocène? Est-ce que, entre guillemets, tout n'était pas joué déjà dès ce moment-là? Et puis il y a eu une autre grosse critique qui a été de dire non, mais l'Anthropocène, ce serait là vous accusez tous les humains en disant que ce seraient tous les humains qui seraient responsables du problème actuel, du désastre écologique actuel. Mais le problème, c'est pas les humains, c'est le capital. Donc en fait, on est dans le capitalocène. Hein, c'est de dire on est l'ennemi à abattre, c'est le capital, enfin c'est le capitalisme, et c'est ça qui est problématique. Alors, et je dois dire au début du livre, j'ouvre un petit peu sur ça, et je dois dire qu'au début de la rédaction du bouquin, j'étais assez séduit par cette critique-là, par cette idée-là, qui a été notamment développée par Andreas Malm, qui est un chercheur qui est à l'université de Lund, en Suède. Et en fait, finalement, en creusant, donc en fait, c'est pour ça que je dis, pour essayer d'y voir plus clair dans ce débat-là, ce que je vais proposer de faire, c'est de refaire l'histoire de l'humanité par le prisme de l'énergie, parce que je pense que c'est celui qui matériellement est le plus important, et aussi en étudiant les interactions entre l'énergie et puis les relations de domination, entre les sociétés, dans les sociétés, et puis sur la nature. Donc c'est un peu une sorte d'enquête que je propose, et en disant, à la fin, j'essaierai de trancher sur l'Anthropocène, quand est-ce que ça a commencé, est-ce que c'est vraiment l'Anthropocène ou le Capitalocène, voilà. C'est un peu une recherche des causes profondes qui pourraient expliquer la situation actuelle de l'urgence sociale et écologique, en fait, si je résume de manière un peu brève. Ouais, tout à fait. Mais c'est identifier les causes pour mieux comprendre quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Hein. C'est pas juste un travail descriptif d'essayer de comprendre les causes. Mais tu as tout à fait raison, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est dans une logique d'identifier, en fait, on va dire presque les causes racines, pour ne pas se tromper de combat, en fait, et essayer de vraiment trouver des solutions qui permettent une vraie transformation de ces problèmes. Alors, je dois dire, si on rentre un peu dans le bain, qu'une des choses qui m'a frappé, en fait, et que j'ai trouvé hyper intéressante au début du livre, c'est que la manière dont tu abordes l'énergie est assez différente
que celles qu'on peut trouver habituellement en fait quand on lit des livres ou quand on s'intéresse à la question de l'énergie. Puisque là tout à l'heure tu parlais des énergies fossiles, mais toi tu remontes Mmh. bien avant en fait. Tu remontes presque en fait avant l'apparition des êtres humains, enfin du Ouais, genre Homo dans le bouquin. Alors c'est assez génial puisque en fait ta vision de l'énergie est liée déjà à la question de l'alimentation, au fait mmh, d'apprivoiser en fait le feu, ouais, et l'alimentation en fait tient une énorme part de ce qu'est l'énergie pour les êtres humains et ensuite Homo sapiens, etc. Alors, est-ce que peut-être, pour démarrer, tu peux nous dire pourquoi est-ce que en fait, c'est important de regarder l'énergie, non pas juste sous l'angle des énergies fossiles, du vecteur électricité, etc., ouais. mais vraiment d'avoir une vision un peu plus globale? Bah, c'est clair que, comme tu l'as dit, la façon dont on parle d'énergie, même dans notre société, dans les médias, généralement, en fait, on en parle comme d'une une commodité, comme on dit sur les matières qui s'échangent sur des marchés, on parle de commodité, c'est-à-dire, bah, il y a un marché de l'électricité comme il y a un marché de l'iPhone ou du blé un marché du gaz et puis un marché de, je sais pas, du tourteau de soja, par exemple. Donc ça, voilà, c'est la vision marchande qu'on en a aujourd'hui, c'est de dire, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des économistes ne comprennent rien au rôle fondamental de l'énergie et ne voient jamais venir des crises énergétiques comme celles qu'on subit là depuis quelques mois, parce que pour eux, c'est juste une affaire d'offre et de demande et qu'à la limite, s'il y a un problème justement d'offre, et que la demande est trop forte, le prix va augmenter, et puis ça va stimuler l'approvisionnement, enfin, etc. Voilà. Et donc ce que Je je... t'interromps juste là-dessus, Vas-y. pardon, et on reviendra après sur la définition plus large de l'énergie. Excuse-moi, parce que je pense que c'est un petit peu important, parce que c'est vrai que cette critique, en fait, elle revient en tout cas souvent dans la bouche de certains chercheurs en économie hétérodoxes, comme Timothée Paric aussi, que j'ai Ouais, reçu dans le podcast. Mais ouais. on a quand même du mal à croire que la plupart des économistes peuvent être à ce point-là aveugles, pour ne pas dire stupides, pour ne pas en fait comprendre le rôle majeur et central de l'énergie. Alors toi qui es économiste, qui baigne dans ces sphères de recherche en économie, est-ce que juste du coup on peut faire Petit aparté sur un ça, ouais. petit détour ouais, sur, Ouais, là-dessus et nous dire en fait ce qu'il en est autour de la compréhension du rôle de l'énergie et de son importance dans la recherche en économie aujourd'hui. ouais. Non, mais c'est un sujet super important parce que mais tu vas être, je suis désolé, je vais plutôt conforter ton étonnement, mais à savoir que effectivement, il y a le modèle standard de l'économie, en tout cas, dans lequel 95% des économistes réfléchissent, même plus, hein, dont certains, dont une majorité d'hétérodoxes aussi, hein, c'est de dire ce qui active la machine économique, c'est le capital et le travail. C'est la disponibilité de ces deux facteurs de production que sont la quantité de capital, donc les machines, les bâtiments et puis le capital financier. Et puis le travail, bah, c'est les heures travaillées, le nombre de personnes et puis le nombre d'heures qui sont travaillées par ces personnes-là et éventuellement leur niveau d'éducation, leur niveau de connaissance. Voilà. Ça, c'est dans le modèle standard, c'est ça les deux facteurs de production. Et donc, c'est plus je fais grossir ces deux trucs-là et plus en sortie, je peux avoir du PIB, de la production. Ok, ça, c'est la vision vraiment très standard du modèle. Et après, il peut y avoir des visions il peut y avoir ce qu'on appelle des économistes hétérodoxes qui, après, ça va plus être des visions sur est-ce qu'il faut libéraliser les marchés ou est-ce qu'il faut de la régulation étatique ou voilà. Mais il reste quand même dans le même moule, disons, qui est hors sol en fait pour moi. Et effectivement, il y a eu une critique dès les années 70, notamment avec Nicolas Georgescu-Roegen, Howard Odum, qui ont dit non mais attendez, si vous prenez pas en compte la quantité d'énergie qui rentre dans le système, la qualité de l'énergie, la difficulté à aller chercher l'énergie de l'environnement, etc., vous pouvez pas comprendre le processus de croissance économique en particulier. Donc il y a eu toute une école de pensée qui s'est développée, qu'on appelle l'économie écologique, hein, ecological economics, à laquelle On parle aussi d'économie biophysique parfois, à laquelle, bah, par exemple, Timothée Paric s'identifie pleinement, moi aussi, même si après on pourrait avoir des divergences sur la notion de décroissance, peut-être on y reviendra. Mais en tout cas, nous, on place plutôt l'énergie comme facteur de production essentiel. Et en fait, euh,
l'énergie ne va pas être une commodité comme les autres et une matière qui peut de temps en temps faire défaut. Parce qu'en fait, du coup, là, dans la vision standard, ils sont quand même obligés de dire, bah, de temps en temps, quand l'énergie coûte un peu trop cher, quand il y a un choc, par exemple le choc pétrolier de 73, celui de 78, 79, et puis là, ils ont du mal à admettre qu'il y a eu un choc pétrolier en 2008 aussi, mais en fait, il y en a eu un troisième, hein, qui a fait éclater la bulle des subprimes qui était présente, bien sûr. Ou quand il y a un choc là d'approvisionnement parce que la Russie rentre en guerre avec l'Ukraine et que voilà, problème sur le gaz. Voilà, l'économie standard peut dire voilà, il y a un problème d'approvisionnement de temps en temps et pour autant ils révisent pas complètement leur modèle quoi. Et c'est assez, ouais, C'est ça ça, reste ouais. mystérieux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça continue à être enseigné comme ça à l'université, hein. Moi, je donne des cours en école d'ingénieur, mais aussi en université, et je récupère des élèves de M1, et je vois très bien les cours qu'on leur a fait d'économie pendant leurs 3 années de licence, pendant leur année de M1, et je suis obligé de un peu de leur ouvrir les yeux sur le fait qu'on leur raconte n'importe quoi depuis 3 4 ans, quoi. Donc c'est un modèle qui se perpétue, Ouais, parce qu'après, c'est dans ces étudiants-là, il y en a qui vont aller à la Banque de France, il y en a qui vont aller au ministère, il y en a qui vont aller dans toutes ces institutions, dans des grandes entreprises, etc. Et donc c'est un modèle qui se perpétue à cause de ça. Ouais. c'est aussi ce que m'avait dit Timothée Parric en disant que dans la formation même des économistes, c'est vraiment le modèle qu'on enseigne et Ouais. et qu'on ne traite pas du tout en fait les mouvements hétérodoxes comme l'économie écologique, l'économie féministe, peu importe en fait, hein, Ouais. mais on reste en fait sur ce modèle, mais qui date du 19e siècle. Enfin, c'est quand même C'est c'est un c'est peu ça, dingue, non? Enfin, on a mathématisé l'économie, mais on est resté sur les mêmes préceptes complètement hors sol des économistes classiques du 19e, ça c'est tout à fait vrai. Alors, Euh, je te dis ça aussi pourquoi? Parce que alors, moi, c'est l'impression que j'ai quand je donne des cours aussi, hein, que effectivement, enfin, c'est cette vision de l'économie et quand on essaie d'apporter d'autres choses, on voit que c'est vraiment une innovation incroyable pour les étudiants. Mais hmm, je lisais récemment des critiques de la théorie du donut qui était fait à Kate Raworth, ouais, ouais, qu'on peut critiquer sur plein d'aspects. Et je voyais certains économistes hétérodoxes, notamment marxistes ou néo-marxistes, qui disaient oh là là, mais elle critique effectivement le modèle classique de l'économie comme si en fait ça faisait pas déjà 50 ans qu'on l'avait critiqué. oui. Mais alors peut-être que ça fait 50 ans qu'on l'a critiqué, mais en vrai, ce qui est toujours enseigné aujourd'hui aux économistes dans leur formation et aux élèves qui étudient l'économie, ça reste en fait ce modèle qui est complètement dépassé. Oui, oui, c'est clair il y a eu même, malgré beaucoup de critiques et malgré des journaux dédiés, etc. Enfin, il y a un journal qui s'appelle Ecological Economics. Mais en fait, finalement, cette pensée alternative, elle s'est retrouvée cloisonnée et elle n'a pas été enseignée. Elle n'est pas enseignée, ouais, en première année ou deuxième année de licence. Elle est donc ce serait là, il faudrait peut-être, enfin, il faudrait faire l'histoire de la science économique. Hein, donc, il faudrait avoir plutôt un historien en épistémologie qui expliquerait un peu quelles ont été les positions de domination de certains chercheurs, au travers de quelle institution ils ont réussi à fermer complètement le débat comme ça pour qu'il soit. C'est pas une pensée unique, c'est une pensée dominante en fait, mais c'est une pensée Hmm. un peu hégémonique, parce que l'idée de pensée unique sous-entendrait qu'il n'y a pas du tout d'alternative. Les alternatives, elles existent, mais elles sont vraiment bah, il faut qu'il y ait quelqu'un comme moi ou comme Timothée qui tout d'un coup on va discuter, enfin voilà, on est invité à donner un cours, on le donne et puis là les élèves hallucinent de la même manière que nous on a ouvert les yeux par nous-mêmes parce que par nos propres lectures. Moi j'ai pas eu un cours de, alors c'était plus facile pour moi, c'est toujours plus facile quand on est ingénieur et qu'on arrive tard dans l'économie, quand on est physicien et qu'on arrive tard à l'économie, généralement on rejette, enfin moi tous les gens que je connais qui ont fait ça, ils rejettent tout de suite le modèle standard et ils vont très facilement vers l'économie écologique. Par contre, Timothée, par exemple, il faudrait en discuter. J'en ai jamais. Il se trouve qu'on a un tout petit peu discuté ensemble sur LinkedIn par message interposé, mais on ne se connaît pas bien. Mais je sais que lui, il a une formation de pur économiste. Et voilà, je ne sais pas quel est le moment où il a eu le déclic, si c'était une intervention, un cours ou quelque chose. Mais ouais, c'est problématique, hein, c'est clair. C'est assez problématique.
Bon alors désolé, c'était un détour un C'est pas petit peu long, grave. mais je pense que c'est important parce que c'est vrai que c'est en tout cas, pour moi personnellement, c'est important de remettre les choses au clair sur vraiment, la dominance en fait de ce modèle, de ce type d'enseignement, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste en fait, une espèce de guéguerre un petit peu inutile, mais que vraiment il y a un problème de fond sur la vision générale, Mmh. de comment on conçoit l'économie, de qu'est-ce que c'est et du rôle de l'énergie. Du coup, Mmh. je reviens à ce que tu définis comme étant l'énergie et le rapport que tu as qui est assez différent. Et peut-être pour l'illustrer, est-ce que tu pourrais peut-être parler en fait de l'utilisation du feu ou en tout cas la Ouais. manière dont toi tu as perçu l'évolution de l'utilisation de certaines calories alimentaires pour illustrer en fait en quoi l'énergie est présente partout et pas seulement en fait dans ses commodités. Ouais. Alors, bah, donc effectivement, comme je disais, l'énergie, c'est la marque du changement. Donc dès qu'on a un changement de vitesse, un changement de composition chimique, bah, en fait, on a une manifestation de l'énergie. Et donc, effectivement, si on démarre au tout début de l'histoire humaine, de quelle manière est-ce que les humains pouvaient extraire de l'énergie de l'environnement? Parce que ça aussi, c'est très important de comprendre que généralement, on parle de production, hein, on parle de la production de pétrole ou de la production d'électricité. En fait, on ne produit rien du tout. L'humain, le seul truc qu'il peut faire, c'est extraire de l'environnement de l'énergie qui est déjà présente, qu'on appelle dans notre jargon l'énergie primaire, et il peut juste la transformer pour la transformer en des formes qui sont voilà, utilisables pour ses activités, en fait. Donc l'énergie primaire, en fait, la première qu'on utilise, enfin, que l'humanité a utilisée, c'est celle qui est utilisée aussi par les plantes, tout simplement, c'est l'énergie solaire. Il y a la Terre et reçoit un flux d'énergie solaire à sa surface. Et donc les plantes font leur photosynthèse avec ça. Donc en fait, la photosynthèse qui permet la croissance des plantes, c'est une conversion d'énergie. C'est une conversion d'énergie électromagnétique dans le rayonnement solaire en énergie chimique dans les éléments chimiques qui sont créés par la plante, hein, tout simplement. Euh, et donc, effectivement, quand humains, on mange des graines, on mange des tubercules, ou qu'on on tue des animaux qui eux-mêmes se sont nourris de plantes, et ben on récupère de l'énergie solaire indirectement, en fait. Hein, c'est notre façon de capturer l'énergie solaire, c'est via des convertisseurs énergétiques que sont les plantes, les animaux, en fait, finalement. Et on est nous-mêmes des convertisseurs énergétiques, puisque on, si je me déplace dans une pièce, que je marche, je suis en train de convertir de l'énergie chimique en énergie mécanique pour activer mes muscles. Voilà. Et donc, il y a eu, donc au début de l'apparition du genre humain, il y a bien sûr ces modes d'extraction de l'énergie là. Et puis, il y a la maîtrise du feu. Alors, c'est compliqué d'estimer le début, enfin, la date de début de la maîtrise du feu. Les chercheurs disent ouais, c'est à peu près 400 000 ans, donc c'est avant notre espèce, hein. Ce serait le genre humain, mais ce serait une autre espèce du genre humain que la nôtre, que Homo sapiens, puisque notre espèce, a priori, les fossiles les plus vieux ont 300 000 ans. La maîtrise du feu, ce serait 400 000 ans, donc ce serait un peu avant nous. Et ça pourrait être beaucoup plus vieux, mais c'est très compliqué de retrouver des traces avérées plus anciennes parce qu'elles ont pu être effacées par le temps, tout simplement. Et en tout cas, le feu, qu'est-ce que ça a permis? En fait, en faisant cuire les aliments, en fait, ça nous a permis de beaucoup mieux digérer les aliments et de notamment récupérer plus d'énergie dans les aliments qu'on consommait. Parce que quand on mange de la nourriture, notamment de la viande crue, en fait, il faut énormément mastiquer, il faut dépenser de l'énergie dans un tube digestif très long pour digérer cette viande crue. Alors qu'en fait, quand elle est cuite, quand on a apporté de l'énergie par le feu à cette viande pour la cuire, eh ben, c'est autant d'énergie en moins dont on a besoin dans notre corps pour la digérer. Et ça a expliqué en fait donc la maîtrise du feu et la possibilité de cuire des aliments, alors pas que la viande, mais aussi faire des bouillies avec des graines écrasées, etc. Ça a permis petit à petit à l'espèce humaine de pouvoir réduire la taille de son tube digestif et donc d'allouer une partie de l'énergie qui allait avant à la digestion très longue des aliments. Elle a pu être réallouée à un autre organe qui consomme beaucoup d'énergie et qui est le cerveau. Parce que le cerveau, c'est
un des organes qui consomme, c'est même l'organe qui consomme le plus d'énergie par unité de masse. Très énergivore, le cerveau. Et donc, ce qui a permis le surdéveloppement, j'ai envie de dire, du cerveau humain, en tout cas son développement au-delà d'un certain seuil, ça a été voilà, la maîtrise du feu qui a permis la prédigestion. En fait, on prédigère la nourriture à l'extérieur de notre corps, finalement, grâce au feu. Et c'est ça qui a permis aux humains d'avoir une croissance assez phénoménale de leur boîte crânienne, de leur cerveau, et donc derrière, potentiellement, de leur capacité cognitive. Et donc ça a été un premier élément super important sur lequel je reviens dans le premier chapitre du livre. Ouais, d'ailleurs, c'est passionnant parce que t'en fais pas juste un fait incroyable, etc. Mais bon, tu expliques un peu tous les doutes, toutes les questions, tout ce qu'on ne sait pas, surtout hein, autour de cette période. Le fait que c'est pas un moment de l'histoire, mais quelque chose qui est vraiment au long cours, sur des échelles de temps qu'on a du mal à appréhender, parce que tu le Ouais, disais, c'est clair. moins 300, moins 400 000 ans, qu'est-ce que ça veut dire quand nous, on a une vie de 65, 70 ans? Ouais. C'est très, très difficile de se rendre compte de ça. Euh, mais voilà, je pense que c'était important de l'expliquer et de montrer qu'en fait l'énergie, c'est voilà, c'est pas uniquement ces commodités, mais c'est avant tout euh, des choses que l'on va trouver dans notre environnement qui sont issues déjà de l'énergie solaire et que pendant très longtemps ça a été ça. Mm. Euh, un autre point sur lequel je voulais revenir aussi, qui remonte un petit peu, mais c'est la naissance et le développement de l'agriculture. Alors pourquoi ça? Mm. Parce que il y a tout un fantasme autour de l'agriculture, avec une vision, on va dire, assez linéaire de l'histoire et du développement, où il y aurait eu des sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs qui, petit à petit, se seraient développées, Mm. auraient inventé l'agriculture parce que c'est le sens de l'histoire, de la civilisation, qui nous a amené à aujourd'hui être des sociétés thermo-industrielles très avancées, etc. Mm. Comment est-ce que en fait, tu peux nous raconter peut-être autrement cette apparition, ce développement de l'agriculture et la manière dont ça s'est imposé? Alors c'est un point super important ce que tu mentionnes parce que cette vision, disons, unilinéaire de l'évolution des sociétés humaines, c'est quelque chose qui a été théorisé vraiment dans l'anthropologie sociale, notamment américaine, depuis le 19e et puis même au milieu du 20e siècle. C'est maintenant plutôt abandonné par les chercheurs anthropologues, hein, ils veulent plus parler de cette manière-là, mais c'est quand même cette vision-là qui continue à perdurer dans la façon générale dont on se figure l'histoire et la place de l'Occident notamment comme une sorte voilà, d'évolution en bout de course de ce qu'a été l'histoire de l'humanité. C'est un peu, voilà, on se considère un peu comme ce vers quoi toutes les autres sociétés auraient dû tendre, et puis celles qui n'ont pas réussi, c'est qu'elles ont stagné en cours de route, quoi. C'est encore cette vision-là qui, je pense, qui sous-tend notre vision du progrès, notre vision de l'histoire, etc. C'est une vision qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire euh, qu'elle pointe vers quelque chose, comme si l'histoire pointait vers une fin et qu'elle allait vers une direction. Et ce qui est tout à fait faux, il n'y a pas de chapitre de fin de l'histoire. Et, et en particulier, ce qui est important de comprendre, c'est euh, il n'y a pas eu du tout de complexification des sociétés humaines. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut arriver à déconstruire. On a cette idée effectivement qu'avant il y avait des chasseurs-cueilleurs nomades, soi-disant égalitaires. Donc là aussi on pourra en discuter. Enfin, en tout cas j'en discute dans le livre. Euh, que tout d'un coup ils passent à l'agriculture et donc ils se sédentarisent et ils se densifient. Ils deviennent donc dans des villages de plus en plus denses. Et puis ces villages deviennent de plus en plus grands et de plus en plus denses. Et donc au bout d'un moment il faut mettre un chef pour diriger tout ça. Et donc, au bout d'un moment, il y a une classe sociale, une élite voilà, qui se met en haut un peu de la pyramide sociale. Et puis, donc, il y a l'État qui apparaît. Et puis ensuite, ça va aller vers l'État-nation. Et puis après, c'est l'industrie. Et puis après, c'est voilà. Donc, il y a cette espèce d'enchaînement un peu d'étapes, soi-disant. Donc, c'est une vision un peu phasiste, en phase comme ça, de l'histoire humaine. Comme un Qui ordre naturel des choses, en fait.
qui permet aussi de naturaliser et de dire, bah, comme nous, voilà, l'Occident, on est en haut de cette échelle-là, c'est normal qu'on oblige tous les autres à suivre, à rentrer dans notre moule, quoi, finalement. En vérité, bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que la sédentarité a précédé l'apparition de l'agriculture. Donc, en fait, c'était des chasseurs. Alors, on parle plutôt dans ce cas-là de chasseurs-collecteurs que de chasseurs-cueilleurs, dans le sens où ils étaient alors sédentaires, pas forcément tout au long de l'année, mais effectivement, au moins sur une partie de l'année dans des villages, hein, finalement. Euh, et finalement, il faut comprendre aussi que le passage d'un mode de capture de l'énergie solaire par la chasse et la cueillette à un mode de capture de l'énergie toujours solaire, mais par la domestication des plantes et des animaux, ça a été très très progressif. Et il n'y a pas du tout non plus de rupture, comment dire, technique et fondamentale entre les deux. Parce qu'on sait, en fait, l'anthropologie de terrain, donc plutôt ce qu'on appelle l'ethnologie, hein, on voit bien que dans les pratiques de chasseurs-cueilleurs, en fait, il y a une attention, enfin, il y a par exemple des soins portés aux plantes enfin, qu'on cueille, donc des plantes sauvages, mais on va peut-être débroussailler autour des plantes dans lesquelles on a l'habitude de venir cueillir, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de gestes qui sont pratiqués par les chasseurs-cueilleurs sédentaires qui commencent à être doucement, en tout cas très progressivement, de la domestication des plantes. Ça n'a pas été tout d'un coup, on prend une plante et puis on met une graine sous terre dans des rangs, dans un champ avec des rangs bien alignés, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, alors je fais un aparté par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à d'où proviennent certains produits alimentaires que l'on consomme, Ouais, notamment moi ce qui m'a toujours halluciné, c'est les noix de cajou. J'ai vécu au ouais, Vietnam, et je m'étais jamais posé la question d'où viennent les noix de cajou. Mais bon, quand on voit en fait l'arbre d'où proviennent les noix de cajou et comment il faut aller chercher la noix planquée à l'intérieur ouais. d'une espèce de grosse graine, enfin, on se dit mais comment le mec a eu l'idée un jour d'aller chercher ça là-dedans et de se dire que ça allait être intéressant, que ça allait apporter pas mal de calories, que ça allait être nutritif ou pas, quoi. Mm. C'est vrai qu'on se dit comment est-ce que cette rupture peut apparaître. Mais je pense que, enfin, de manière générale, penser les phénomènes en tant que processus très continu, très progressif, ça aide toujours à mieux comprendre que d'imaginer des ruptures, effectivement. Euh, mais en tout cas, pour revenir donc à ça, l'agriculture, ça a été aussi un chemin très chaotique. Donc l'agriculture, ça commence à apparaître il y a à peu près 10 000, 11 000 ans, enfin 12 000 ans même peut-être. Et donc, en fait, il y a eu des va-et-vient. Et puis surtout, il n'y a pas d'abandon de la chasse-cueillette, hein. En fait, les deux systèmes énergétiques, donc j'ai divisé le livre en trois grandes parties. Le temps des collecteurs, qui est plutôt la partie où on a été chasseur-cueilleur, et puis après le temps des moissonneurs, qui commence justement avec l'agriculture. Et pour autant, les humains ont continué pendant longtemps et d'une certaine manière continuent à le faire, à se baser sur la chasse-cueillette malgré les débuts de l'agriculture. Enfin, vraiment, là, il y a une porosité entre les deux qui fait qu'il y a des chercheurs qui parlent d'agriculture pré-domestique, c'est-à-dire justement cette idée qu'on peut commencer à avoir une influence sur des plantes sauvages autour du village sans avoir vraiment domestiqué l'espèce végétale en question. Et puis il y a sûrement eu aussi des peuples qui se sont avancés assez loin dans le processus de domestication et donc d'établissement de l'agriculture comme système énergétique principal, et puis qui ont fait demi-tour, qui sont revenus pour X raisons. Alors ça peut être des raisons environnementales, climatiques, ça peut être aussi peut-être des choix un choix social tout à fait décidé entre individus de dire bon non, on retourne à la chasse-cueillette à 100% pour X raisons. Enfin voilà, ça a été très très progressif. Et encore une fois, une bonne façon de comprendre l'énergie aussi, c'est que généralement on additionne les systèmes énergétiques les uns sur les autres plutôt que de les substituer. Et donc on n'arrête pas pour autant on n'a pas arrêté de faire ni de la chasse ni de la cueillette, ni de consommer du bois quand on s'est mis à faire l'agriculture. Enfin, et aujourd'hui encore, de temps en temps, on va cueillir, enfin pour ceux qui le peuvent, on va cueillir des champignons, donc on fait encore un peu de cueillette. Il y a encore des chasseurs et on brûle toujours du bois. On n'a jamais autant brûlé de bois qu'aujourd'hui. Donc, voilà, il y a très peu souvent, c'est très rare qu'il y ait de la substitution d'énergie. Généralement, l'histoire humaine, c'est plutôt une histoire d'accumulation d'énergie.
Et oui, c'est vrai que si on a joué à Age of Empires, par exemple, c'est un petit peu faussé parce qu'effectivement, au début, on va collecter des baies à l'âge 1, et puis dès qu'on passe à l'âge 2, on voit nos petits villageois qui sont en train de faire gentiment de l'agriculture dans leur champ. Et on se dit, ah Ouais, bah voilà, c'est ça vrai marche. qu'on a évolué, on est de plus en plus civilisé. Toutefois, en fait, même si on dit que ça existait peut-être en même temps que certains sont revenus, euh, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, sans être un historien, sans avoir ou un anthropologue et avoir ces connaissances un peu plus précises, un peu plus fines, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est complètement imposé et que Mm. c'est le modèle extrêmement dominant. Ouais, alors c'est effectivement, alors en plus ce que je montre dans le livre, donc plutôt au chapitre 3, si je ne me trompe pas, c'est qu'en plus les débuts de l'agriculture, ça n'a pas été une super affaire pour les humains. Parce que les débuts de l'agriculture, en fait, c'est plutôt un régime, en tout cas les populations qui se sont vraiment établies en village en se basant sur la céréaliculture, donc par exemple du blé, c'était plutôt un régime alimentaire qui était de moins bonne qualité nutritionnelle que que la diversité de la cueillette pouvait apporter. Donc en fait, on voit dans les squelettes de nos ancêtres, on voit que les premiers agriculteurs sont plus petits et puis ils ont des os et des dents en moins bonne santé que, que les chasseurs-cueilleurs, en fait, qui leur préexistaient. Et le début de la domestication des animaux, ça veut aussi dire le début des maladies en fait qui se transmettent entre les bêtes à cause du bétail qui sont parqués et qui se transmettent à l'homme. Et puis en plus, quand vous êtes en village sédentaire plutôt qu'en groupe itinérant, bah, vous avez une accumulation des déchets dans le village ou autour du village. Donc là aussi, ça peut être des maladies. Donc en fait, les taux de mortalité et l'espérance de vie des premiers agriculteurs étaient peut-être moins bonnes. Et donc là, il y a un paradoxe. On se dit, mais comment ça se fait que ce nouveau système énergétique qui a l'air d'avoir tous ces défauts-là ait fonctionné? Et en fait, la clé pour lever le paradoxe, c'est de comprendre que par ailleurs, il permet aux femmes d'avoir des taux de natalité beaucoup plus élevés. Et il permet aux femmes d'avoir beaucoup plus d'enfants que pour les cueilleuses, en fait. Donc les agricultrices avaient en moyenne beaucoup plus d'enfants que les cueilleuses parce que, en fait, elles se déplacent pas, parce que, en fait, finalement, le mode de vie de chasseur-cueilleur euh, justement par la. En fait, il y avait un temps de sevrage entre les bébés qui était plus long, etc. Donc, enfin, il y a tout un tas de raisons que je développe dans le livre qui expliquent que finalement, les taux de natalité sont plus élevés et ils viennent surcompenser les taux de mortalité plus élevés eux aussi dans les sociétés d'agriculteurs. Et donc, ça fait des taux de croissance de la population qui, grosso modo, sont plus élevés aussi. Et puis avec l'agriculture, c'est aussi le début d'une spécialisation du travail un peu plus poussée. C'est-à-dire qu'effectivement, on va commencer à avoir de l'artisanat. Effectivement, va falloir fabriquer les outils qui permettent de domestiquer les plantes et de les utiliser dans l'année, de les cultiver. Euh, donc finalement, il y a aussi un autre élément très important, mais qui est en fait qui a été une précondition à l'établissement de l'agriculture, c'est la capacité de stocker. Voilà, la capacité d'avoir des stocks et donc de mettre des surplus de côté. Et le fait d'avoir des surplus de côté dans un village sédentaire qui pratique l'agriculture, ça permet de mieux faire face aux aléas, notamment si une année on a une récolte qui est moins bonne, ben on peut taper dans le stock de l'année dernière, etc. Et donc tout ça fait que ça a été un mode de capture de l'énergie solaire et donc un mode de développement derrière qui a été plutôt favorable en fait à l'expansion de ce système énergétique de l'agriculture. C'est un phénomène qui s'est un peu autant entretenu finalement, et c'est pour ça que l'agriculture s'est diffusée en fait en partant de différents foyers. Hein. Donc il y a eu plusieurs foyers d'émergence indépendants de l'agriculture au Moyen-Orient, en Chine, sûrement en Afrique, en Amérique aussi. Et puis on voit effectivement en plusieurs millénaires l'agriculture qui se développe et qui commence à, enfin, alors très progressif. En Europe, effectivement, au bout d'un moment, on voit tout le Moyen-Orient et toute l'Europe en 5-6 000 ans où il y a des agriculteurs partout. Alors, il peut aussi continuer à y avoir des chasseurs-cueilleurs à droite à gauche. Aux Amériques, ça a été beaucoup plus progressif. Enfin, voilà. Mais effectivement, on est obligé de se rendre compte aujourd'hui que ça a été le système
énergétique dominant, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis. En 5-6 000 ans, on a vu l'Europe et le Moyen-Orient qui a vu naître l'agriculture. 5-6 000 ans, c'est Ouais, énorme. c'est énorme, oui, c'est clair. Voilà, donc on voit bien que ça a été quand même assez progressif. Mm. Tu mentionnais aussi, en restant sur un peu cette idée d'un ordre naturel de l'histoire, de l'évolution, etc., tu Mm. mentionnais la naissance des États, la naissance des Ouais, empires comme étant un facteur évident, en fait, de progrès ou de civilisation, une marque civilisationnelle, en fait, mm. qui montrera une certaine supériorité d'une société par rapport à une autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur ce qu'on sait aujourd'hui de la naissance des États et des empires? Ouais. Bah, alors effectivement, la naissance de l'État, c'est d'ailleurs ce qui sert de critère généralement en anthropologie à différencier les sociétés complexes, donc c'est sous-entendu les sociétés avec un État, et les sociétés non complexes et donc primitives, sans État, hein. Alors d'ailleurs dans le livre, je dis bien que moi je préfère utiliser le terme de société première, parce que il me semble un peu moins péjoratif que le terme de société primitive. Et surtout, j'ai essayé d'expliquer en quoi cette idée d'une complexification qui démarrait avec les premiers États, donc les premiers États, c'est moins 3500 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait à peu près 5500 ans. En quoi on ne peut pas dire que les sociétés étatiques sont plus complexes que celles d'avant et que même l'État-nation moderne n'est pas plus complexe que l'État antique. Voilà. Je développe un peu ça. Euh, peut-être, est-ce que je fais peut-être une aparté sur ça, sur cette notion de complexité, et après je reviens Ouais, à ça la peut être pas question de mal. Ouais, ouais, l'émergence tout à fait, ouais. de l'émergence de l'État. Ouais, Sur cette notion-là, c'est vraiment de dire, en fait, on confond. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une complexité unilinéaire comme ça pendant tout le cours de l'histoire? C'est que déjà, on pense en fait à l'évolution technique des sociétés. En fait. Et c'est clair que d'un point de vue technique, euh, on est obligé de se rendre compte qu'il y a eu une évolution, une complexification des technologies disponibles pour les humains. Ça, c'est clair. Je veux dire, le monde technique autour de nous aujourd'hui, avec les centrales thermiques, les éoliennes, je ne sais pas, les chars là qu'on est en train d'envoyer en Ukraine, nos ordinateurs, etc. C'est clair qu'on sent bien qu'on a une technosphère, comme on dit, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiquée que les techniques qui étaient à la disposition, je ne sais pas moi, des paysans du Moyen Âge ou de ceux de l'Antiquité ou des chasseurs-cueilleurs australiens il y a 15 000 ans. Donc c'est clair qu'il y a une complexification au cours du temps du domaine technique de ce que sont les sociétés humaines, parce que les techniques, ça se base sur des savoirs, et les savoirs, par définition, ils sont cumulatifs. Il faut passer par certaines étapes progressivement pour imaginer de nouvelles techniques. Donc ça, c'est clair. Par contre, les sociétés en elles-mêmes, elles ne se réduisent pas à leur dimension technique. Une société, c'est aussi des institutions, c'est un agencement social, c'est une culture, c'est la religion, etc. Et sur toutes ces dimensions-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait définir que une société occidentale moderne aujourd'hui, elle est plus complexe que une société médiévale ou que l'Empire romain ou qu'une société de chasseurs-cueilleurs qui vivait il y a 30 000 ans avec sûrement une conception de la nature tout à fait autre que la nôtre, une définition de la parenté tout à fait différente, une définition de la vengeance, de l'honneur, enfin voilà, en fait, toutes ces dimensions-là, tous ces concepts-là, ils ont énormément varié dans leur sens pour les humains, et on peut pas les classer sur une échelle de valeur de complexité, en fait. Euh, ce que tu dis là est hyper intéressant. Pardon, je t'interromps parce que ça montre en fait l'importance que l'on donne à la technique dans nos sociétés aujourd'hui. ouais, ça c'est clair. Puisque comme tu le dis, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution progressive, alors pas forcément linéaire, mais une Graduel, idée ouais, enfin, de ouais. progrès évolutionnel graduel de la technique qui nous Mm. donne une image de l'histoire qui fonctionne de la sorte et, et un jugement qu'on porte sur certaines sociétés par rapport à leur degré d'évolution, par rapport à l'évolution de leur technique. Et là, on pourrait s'interroger sur pourquoi, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est sur ces bases que l'on juge, en fait, le degré d'évolution ou d'intérêt, en fait, des sociétés?
Ouais, mais parce que la technique, c'est la puissance, enfin, c'est ce qui amène la puissance, notamment quand ce sont les techniques liées à l'énergie. Je reviens à mon sujet phare. Et c'est clair Mmh. que. Et donc, c'est toujours le dominant. Bah, l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein. Donc, effectivement, l'Occident a rédigé cette vision-là de l'histoire parce que il est dominant par ces techniques qui étaient supérieures. Et donc, c'est clair qu'il y a cette concomitance entre l'idée de pouvoir classer les sociétés par niveau de sophistication technique et l'idée que cette complexification technique vaut pour complexification en général, et donc hiérarchie. Et donc, on va pouvoir mettre les sociétés dans un ordre hiérarchique de plus ou moins grande réussite sur la base de ce critère-là qui est la technique. Mais encore une fois, enfin, si vous ouvrez euh, dans un des derniers bouquins d'Alain Testard, qui est un grand anthropologue, malheureusement, qui est décédé il y a quelques années, mais qui a écrit un bouquin, Principe de sociologie générale, là, qui a été écrit, enfin, qui a été publié de façon posthume, sur la conception de la parenté dans la famille, enfin dans la société aborigène d'Australie. C'est d'une complexité inouïe. Enfin, je veux dire, c'est 50 pages pour comprendre que en fait le système de parenté il a un lien avec le totémisme, et donc il y a une organisation en sections, en moitié, en sous-sections, ça définit les règles de mariage, etc. Enfin, c'est d'une complexité absolument folle. Et quand on regarde ce qui est nous notre conception de la parenté à côté, qui est en gros ce qu'on appelle la famille nucléaire, hein, papa, maman, les enfants, et puis en gros c'est ça. Je veux dire, voilà, le niveau de complexité, enfin, la plus grande complexité, on voit bien où elle est, hein, voilà. Et ça, c'est vrai pour tout un tas d'institutions. Le, la relation de vassalité, par exemple, dans le Moyen Âge, c'est extrêmement complexe à comprendre pour un cerveau occidental moderne, on va dire. Donc voilà, vraiment, c'est impossible. Donc, je termine sur ça pour dire l'évolution des sociétés au cours du temps. Par contre, je tiens pour sûr que les sociétés suivent un processus de type évolutionniste, euh, un- similaire. Enfin, y a des différences avec le vivant, mais en gros, on peut quand même réfléchir à ça. Par contre, c'est pas cette évolution des sociétés humaines n'est pas une complexification générale qui va du simple vers le très sophistiqué. Ça, c'est complètement faux. C'est vrai uniquement pour la dimension technique des sociétés et pas du tout pour toutes les autres dimensions de ce qu'est une société humaine. Non, mais je pense que c'est essentiel à rappeler et tu vois, c'est même en lisant le livre, je l'avais pas perçu comme ça, en fait, sur cette dimension centrale de la technique. Donc c'est plutôt très chouette. Ça ouvre de nouvelles perspectives de réflexion. Mm. Et si on en revient, en fait, à la naissance de l'État et des Les empires, du naissances de coup, l'État, maintenant que ouais. est-ce que peut-être en deux mots, du coup, parce que c'est vrai que j'ai pas envie non plus de dévoiler tout le bouquin, hein, il est vraiment génial, tu développes ça pendant un moment, mais juste pour aborder un petit peu ce thème-là, et Mm. après on fera un bond dans le temps. Alors, effectivement, c'est compliqué la naissance de l'État. Puis surtout, il faut arriver à définir déjà ce que c'est l'État, ce que c'est une société étatique versus une société non étatique. Alors, c'est toujours pareil, c'est plutôt des phénomènes de. Il n'y a pas de rupture nette entre une société sans État avec État, c'est plutôt une constellation d'attributs. Mais bon, on va dire que quand il y a une structuration en classe sociale, quand il y a une élite qui extrait un surplus, enfin qui fait travailler les masses pour s'accaparer un surplus, quand il y a un territoire à peu près borné, etc., peut-être aussi des fonctionnaires, enfin en tout cas une armée de bureaucrates ou une armée tout court aussi de soldats, on peut commencer à dire qu'il y a un État là-dedans. Hein, la définition que Max Weber en donne, hein, qui est de dire que l'État c'est le monopole de la violence légitime, en fait, elle est assez insuffisante parce elle présuppose justement tous les éléments que je viens de donner avant, en fait, pour avoir ce monopole de la violence légitime. En tout cas, pour ce qui est de la naissance de l'État, alors je passe en revue un peu dans le bouquin toutes les théories qui ont été avancées à droite à gauche. Bon, je ne vais pas les redonner, ce sera un peu long, mais je peux aller un peu sur voilà, à quoi ça, qu'est-ce que ça a été un peu les prérequis. On a quand même l'idée que l'intensification des échanges commerciaux, mais aussi des interactions guerrières, ça a été très important. Donc en fait, il y a à peu près 7000, 6000 ans, et c'est notamment la découverte des minerais et donc la découverte des techniques de métallurgie. Ça a été un préalable et a priori le besoin de contrôler les minerais, hein, donc que ce soit
le cuivre et l'étain pour fabriquer du bronze, et puis après le fer. Le besoin de maîtriser ces minerais-là pour fabriquer des outils utiles à l'agriculture, mais aussi pour fabriquer des armes, et puis aussi des pièces pour les bâtiments, etc. Tout ça, on sent que c'est ça qui a permis de structurer quand même des sociétés. En tout cas, ça a aiguisé les tensions, hein, à divers endroits du monde, la maîtrise de ces minerais-là. Et on a aussi l'idée que il faut une société basée plutôt sur des céréales pour avoir l'émergence de l'État. Ça, c'est James Scott qui a écrit un livre assez important sur le sujet. En fait, il montre que quand une société, sa culture principale, c'est une céréale, donc par exemple le blé, le riz, voilà, ça permet tout simplement de lever l'impôt. En fait, c'est très important parce que ça permet à une classe de bureaucrates de lever facilement un impôt et de payer aussi les gens, pourquoi pas, avec cette denrée alimentaire-là. Donc ça permet d'avoir des taxes et donc d'avoir une structuration finalement de l'appareil étatique autour de ce besoin qui est le besoin fiscal, hein, finalement. Voilà. Donc ça, c'est les deux éléments très importants en fait d'apparition de l'État. Quand on a un des deux qui manque, on est dans des endroits où a priori il n'y a pas d'apparition de l'État. Et en particulier, ce que James Scott montre, c'est que les sociétés qui sont plutôt basées sur la culture d'un tubercule, par exemple, ou des légumineuses, à cause des propriétés de ces plantes-là par rapport aux céréales, que je détaille dans le livre là aussi, eh ben, c'est très compliqué d'avoir un appareil coercitif et donc une classe sociale de type élite qui se met en place avec ce genre de culture là. Donc c'est voilà, c'est le début, c'est très, enfin c'est un, et encore donc on voit bien que c'est quand même un système énergétique particulier, un système énergétique basé sur les céréales qui a permis l'émergence de l'État, quoi. Et là, on recoupe avec notre thématique principale de l'énergie et du coup de la domination, puisque l'État, c'est aussi du coup les rapports de domination d'une partie de la population sur les autres. Bah, merci beaucoup, Victor. Je te propose qu'on fasse un bond dans le temps pour Ouais, arriver à une période qui est peut-être un peu plus connue de toutes et tous et qui est un peu plus claire peut-être par rapport au rapport à l'énergie, c'est celle de la révolution industrielle. ouais. Et notamment en fait donc de la première révolution industrielle, la révolution du charbon avec la machine à vapeur, Hmm. qui a notamment existé en Grande-Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, enfin débuté en Hmm. Grande-Bretagne. Et il y a Effectivement. toute une partie du livre où tu expliques pourquoi en fait ça a démarré en Grande-Bretagne, quels ont été les facteurs en fait qui ont favorisé la révolution industrielle en Grande-Bretagne, sachant que du point de vue de certaines techniques, des connaissances même de ces matériaux, des pays comme la Chine par exemple, enfin, des États comme la Chine, étaient en mesure de potentiellement d'y accéder des centaines d'années avant. Ouais, c'est hyper important de comprendre que la Chine a été vraiment en avance sur l'Europe pour l'utilisation de certaines techniques, et en particulier l'utilisation du charbon à un niveau de consommation quasiment industriel, en fait 1000 ans avant, enfin ouais, 700 ans, on va dire 700 à 800 ans avant l'Angleterre, la Chine euh, a consommé des quantités de charbon très importantes pour alimenter la production de fonte, en fait, à des niveaux quasiment industriels, notamment pour faire une pièce qu'on met sur les charrues, qui est ce qu'on appelle un versoir en fonte, qui permet de tailler des sillons dans les champs beaucoup plus facilement. Donc il y avait cette consommation de charbon du 10e au 12e siècle en Chine, mais c'était une utilisation du charbon uniquement en tant que source de chaleur. C'est-à-dire on brûle du charbon pour... alors au début c'était du charbon de bois, et puis une fois qu'ils ont été à court de charbon de bois, ils sont allés vers le charbon de terre, c'est-à-dire la houille, enfin le charbon qu'on connaît nous aujourd'hui. Mais ça permet juste d'alimenter les fours en fait des forgerons, quoi. La grande différence de l'Angleterre, c'est vraiment la machine à vapeur qui est un convertisseur qui permet de transformer l'énergie thermique, donc qui est issue de la combustion du charbon, en mouvement, donc avec le mouvement des pistons dans la machine à vapeur,
Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les premières machines à vapeur, souvent on retient le nom de James Watt. En fait, James Watt, c'est pas lui qui invente la machine à vapeur. La machine à vapeur, elle existe un petit peu avant lui. Mais ce qui est vrai, c'est que les premières machines à vapeur, elles n'arrivent à faire qu'un mouvement vertical, en fait, de translation de haut en bas. Et donc, elles servent par exemple à alimenter des pompes pour enlever l'eau l'eau dans les mines de charbon, justement. Parce que quand on creuse une mine, petit à petit, plus on va profond et plus l'eau, il y a de l'eau qui apparaît et donc les mines se retrouvent noyées. Et donc les premières machines à vapeur, elles servent à ça. Mais la grande innovation de James Watt, c'est que lui, il arrive à transformer, d'abord, il améliore l'efficacité énergétique de la machine à vapeur, mais surtout, il arrive à transformer ce mouvement de haut en bas en un mouvement de rotation. Et c'est ce qui a vraiment permis d'enflammer le processus industriel, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut aller mécaniser, par exemple, l'industrie du textile, on peut aller mécaniser l'industrie de fabrication des briques. En fait, il y a tout un tas d'instruments comme ça qui vont pouvoir avoir plutôt des mouvements de rotation avec des systèmes de courroies, etc. Et puis notamment, après, derrière, c'est les chemins de fer avec les locomotives, où là aussi, on a besoin d'un mouvement de rotation pour faire avancer ces locomotives. Et puis derrière, c'est aussi les bateaux à vapeur, etc. Donc il y a vraiment il faut vraiment comprendre la quantité d'énergie en fait énorme qui était sous les pieds de l'Angleterre contenue dans le charbon. Hein. Donc effectivement, le premier facteur, c'est d'avoir du charbon sous ses pieds, mais le charbon en tant que tel, effectivement, si on peut juste le regarder ou juste le faire brûler en tant que source de chaleur, il permet pas d'enflammer un processus industriel. C'est vraiment un couple. Il faut avoir une ressource et il faut avoir un convertisseur à côté, notamment un convertisseur mécanique. Et donc, c'est vraiment la machine à vapeur qui a permis de faire ça. Et ce qui a été vraiment super important. Alors après, il y a eu d'autres préconditions très importantes. En particulier, le fait que la machine à vapeur ait eu un tel succès, c'est parce qu'elle pouvait être mise dans les villes et non pas ce qui se faisait avant. Là où la façon dont on récupérait de l'énergie mécanique avant, c'était plutôt le long des rivières et donc à la campagne par les roues hydrauliques ou par les moulins à vent. Et l'intérêt d'aller dans les villes pour les capitalistes, pour la classe dominante justement à l'époque, c'est de pouvoir mettre au travail, en association avec la machine à vapeur, une quantité de main-d'œuvre qui était préexistante dans les villes à ce moment-là, à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que les villes, notamment Londres, Manchester, etc., s'étaient beaucoup agrandies et avaient accueilli beaucoup de personnes qui étaient venues de la campagne parce qu'il y avait eu des gains de rendement agricole au 15e, 16e, 17e siècle, qui fait que déjà les campagnes avaient commencé à se vider avant la révolution industrielle. Ça, c'est super Ouais, ça important. c'est un truc hyper important parce qu'on a toujours Ouais. l'idée que c'est d'abord machine à vapeur, puis ensuite exode rural et urbanisation, alors qu'en fait, l'urbanisation précède l'arrivée de la machine à vapeur. En partie, effectivement. Alors bien sûr, la machine à vapeur et l'industrialisation derrière ont fait faire un boom à l'exode rural et à l'urbanisation, mais effectivement, ça précède. Il y a plusieurs éléments qui expliquent cet exode rural. Il y a des gains de rendement agricole, comme je l'ai dit, par exemple par le fait que la pomme de terre qui vient des Amériques, et donc ça c'est avant cette partie-là dans le livre, on a fait un grand bond tout à l'heure comme tu l'as dit, mais j'explique aussi le fait que on est allé chercher beaucoup de convertisseurs énergétiques qu'on utilise maintenant partout dans le monde, mais qui étaient aux États-Unis et en Amérique du Sud au moment de la mise en connexion des Amériques, enfin de l'ancien et du nouveau monde, c'est-à-dire de l'Europe et des Amériques par Christophe Colomb. Donc ça a été très important pour avoir un brassage de convertisseurs énergétiques végétaux et animaux aux quatre coins du monde. Mais bon, je refais 400 ans, un autre bond de 400 ans, donc je repasse de 1500 à 1900, enfin ou peut-être pas de 400 ans, je vais revenir quand même au début de la révolution industrielle. Mais effectivement, il y a des gains dans le secteur agricole. Et puis il y a surtout ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, c'est-à-dire la privatisation de terres qui étaient communales, ce qu'on appelait les communs en fait, le fait qu'avant il y avait partout dans tous les villages, il y avait notamment des prés pour que chacun puisse aller laisser faire pâturer ses bêtes. Donc il y a vraiment un mouvement, ce qu'on appelle d'enclosure, c'est-à-dire vraiment de mettre des haies, de clôturer finalement les communs.
ils sont privatisés. Alors ça se fait très progressivement aussi. Ça démarre au 15e, 16e, puis 17e siècle. Mais effectivement, ça exproprie aussi beaucoup d'agriculteurs, en fait. Et donc, on a en fait cette masse de travailleurs pauvres qui viennent essayer de chercher dans les grandes villes du travail. Il y a bien sûr le début des manufactures, etc., mais on n'a pas encore l'organisation avec les usines. Et c'est vraiment quand même cette conjonction aussi, et donc la machine à vapeur à ce moment-là, qui permet vraiment d'exploiter cette main-d'œuvre. Et donc d'avoir des usines dans les faubourgs, et donc d'avoir un processus, une industrialisation naissante. Donc on voit que c'est toujours pareil, c'est toujours une multitude de facteurs, et puis il faut arriver à les remettre dans le bon ordre, mais quand même au centre de tout ça, je pense que dans ma description, j'espère qu'on l'aura bien vu, il y a l'énergie, et puis il y a les relations de domination entre classes sociales. Oui, puisque tu parles du début de la propriété privée, de l'expropriation, Mm. du fait effectivement que, bah, on n'a pas parlé de l'esclavage aussi, hein, mais que tu traites énormément, notamment avec le commerce triangulaire Ouais. entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, qui est également en fait un précurseur extrêmement important si on cherche vraiment à l'expliquer. Bah, déjà, merci. Hyper clair et ça donne une idée. Et encore, on voit hein, l'importance de la technique en fait aussi ici Mm. Tout à fait. comme vecteur énergétique. Je pense que c'est aussi ça qui est important de souligner et peut-être qui explique aussi qu'on y accorde beaucoup d'importance. Tu le disais, c'est vraiment un facteur de pouvoir, de puissance et de domination. Hein. C'est en carme économique, mais aussi carme militaire tout court. Euh, du coup, ça m'amène en fait à une autre question que tu traites dans le livre et qui est en fait un peu une croyance partagée par beaucoup d'entre nous, de par cette importance qu'on accorde à la technique dans nos sociétés, c'est la religion ou le mythe du progrès. Mm. Quand on a un regard un petit peu, j'allais dire, sarcastique Mm. sur l'idée de progrès. Est-ce que tu peux peut-être en parler, nous expliquer comment est-ce que ça s'est développé et peut-être démystifier un peu hein, ce qu'on met derrière cette idée de progrès? Mm. C'est un sujet très complexe. Bon, l'idée de progrès, ce serait difficile d'en faire la généalogie exactement, mais en tout cas, elle est déjà là avec les philosophes des Lumières, par exemple. Hein, donc euh, l'idée qu'effectivement, comment dire, on peut améliorer la condition humaine et qu'en partie, ça passe par le fait d'avoir un confort matériel de plus en plus grand. Alors c'est quand même ça le grand problème, c'est qu'on a eu dans le même temps une augmentation du confort matériel accessible à de plus en plus de gens grâce à l'énergie fossile. Donc d'abord grâce au charbon et à la machine à vapeur, et ensuite surtout grâce au pétrole et aux moteurs à combustion interne. Et dans le même temps, il se trouve que ce qui est vrai, c'est qu'on a, en tout cas, on a l'impression d'avoir eu plutôt aussi une émancipation des individus, ou en tout cas une augmentation des droits individuels, avec la séparation de l'État et de l'Église, avec la mise en place de systèmes démocratiques, enfin, ce qu'on appelle des démocraties libérales, etc. Donc en fait, on a quand même on a cette intrication entre confort matériel, euh, mise en place des démocraties libérales, enfin, remise en question des monarchies, etc. Donc tout ça se passe un peu en même temps sur les 300 dernières années, et donc c'est un peu lié, tout ça est un peu lié dans notre tête. Euh, et donc on a cette idée d'une marche en avant, un peu, donc cette idée de progrès. Alors généralement, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que en fait, on devrait plutôt parler déjà de changement technique. Hein. Ce qui est Mhm. vrai, c'est qu'il y a du changement technique. Et c'est seulement parce qu'on fait l'hypothèse que le changement technique, par définition, a toujours des retombées positives. Enfin, en tout cas, il a des retombées qui sont positives, qui sont plus grandes que ses retombées négatives éventuelles. Ça, c'est la première hypothèse qu'on fait. Et la deuxième, c'est qu'on fait l'hypothèse que ces retombées positives,
plutôt matérielles, elles vont aussi avoir des retombées sociales, elles aussi positives, hein, ce que je disais sur l'émancipation, l'apparition de la démocratie libérale, etc. Donc finalement, on fait une espèce de double plaquage de valeurs sur la notion de changement technique qui permet d'arriver à l'idée de progrès. C'est-à-dire, premier plaquage, c'est je dis que le changement technique, par définition, c'est plutôt positif. Voilà, ça va permettre de remplacer du travail humain par des machines, etc. Alors, souvent, c'est toujours pareil, on voit d'abord les bons côtés du changement technique avant de voir les effets secondaires. Donc voilà, on consomme l'énergie fossile, c'est super, ça nous donne beaucoup de puissance, ça permet à tout le monde d'avoir une voiture, etc., d'avoir de plus en plus de vêtements. Et puis, c'est dommage, mais ça génère aussi des gaz à effet de serre. Et donc là, gros effet négatif, mais qu'on n'a pas voulu voir pendant longtemps. Donc on a une très grande facilité à tout de suite voir les effets positifs du changement technique et à ne pas vouloir voir ou arriver à anticiper les effets négatifs. Mais donc du coup, à court terme, on est toujours en train de dire, premier plaquage idéologique, c'est de dire le changement technique, c'est forcément bien. Et le changement technique, c'est forcément bien socialement aussi. Et donc, c'est du progrès. Et donc, on associe l'idée de changement technique à celle de progrès, finalement. Et un autre aspect que tu développes aussi dans le livre et que j'ai trouvé très juste, c'est que cette idée de progrès, elle se fait aussi d'un point de vue déjà occidental, mais aussi d'une minorité au sein des sociétés occidentales, puisque typiquement, ce qu'on pourrait voir comme un développement technique et un progrès en Grande-Bretagne avec la révolution industrielle et la machine à vapeur, je ne suis pas sûr que les Chinois qui en font les frais pendant la guerre de l'opium 100 ans plus tard le voient de la même manière, en fait. Ça, c'est clair que, en fait, pendant très très longtemps, même c'est encore le cas aujourd'hui, je veux dire, le mode de vie occidental qui a été plutôt d'essayer d'amener du confort, alors si possible en fait plutôt à une élite et puis par ruissellement, un peu comme certains aiment bien le dire, par ruissellement aux autres classes sociales. En fait, ça s'est toujours appuyé sur l'exploitation de ressources naturelles dans d'autres pays et puis sur l'exploitation d'une main-d'œuvre dans d'autres pays. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, donc effectivement, parler de progrès pour parler des 200 dernières années, ça demande de regarder à chaque fois, de ne pas voir toute la ponction de matière, d'énergie que on est allé faire en Asie, en Amérique, en Afrique, pour soutenir le mode de vie occidental. Ça, c'est clair. C'est oublier la colonisation, l'impérialisme, Effectivement. il y a un événement. Et puis par les marchés maintenant, parce qu'effectivement maintenant on n'envahit pas un pays directement pour dire qu'on va lui accaparer ses ressources, hein. Depuis la sortie depuis l'indépendance, justement le rejet du colonialisme. Mais par contre, on passe par les marchés et donc on va tordre le marché. Je veux dire, on parle toujours du libre marché et de la libre concurrence, mais en fait, on passe notre temps, l'Occident, à tordre les marchés mondiaux pour que ça aille plutôt dans notre sens. Donc ça c'est clair et net. Et ensuite, pour revenir même au sein de nos sociétés à nous, en Europe ou aux États-Unis, tu as tout à fait raison de le dire aussi. Le, le sort des ouvriers, je pense que la condition de vie des ouvriers au début de la révolution industrielle était bien plus dure, bien plus sordide que leurs grands-parents agriculteurs. Je veux dire, ils travaillaient 18 ou 20 heures dans les usines textiles à Manchester, ou ailleurs. Je veux dire, c'était énorme. Donc effectivement, on a la notion de progrès. On parle par exemple de la baisse de la quantité d'heures travaillées par les personnes. Alors c'est vrai si on regarde de 1850 à aujourd'hui, mais en fait, la quantité d'heures moyennes travaillées par les gens, elle avait plutôt en Europe augmenté au cours du 18e et du 19e, avant de redescendre, hein. Donc effectivement, faut toujours, c'est là où quand même l'histoire, avoir une vision longue de l'histoire, et si possible interdisciplinaire, ça permet quand même de démystifier et de démystifier pas mal de points. Qui nous sont racontés un peu par le discours du capitalisme, le discours d'auto-glorification du capitalisme, en fait, un petit peu qu'on a dans les médias au quotidien. Je te propose qu'on discute un petit peu de ce qu'on peut retirer un peu de toute ton analyse et toi, en particulier, quelle conclusion tu fais en fait, tu dresses de
cette longue histoire des sociétés humaines vues sous l'angle de l'énergie et de la domination? Mmh. Alors ouais, qu'est-ce que c'est un peu la conclusion? Moi, ce que j'essaie de dire, donc effectivement, à la fin du livre, j'ai un chapitre de perspective où j'essaie de parler plus de la transition énergétique actuelle, mais même à venir. Je passe un peu, disons, j'ai deux. Il y a quand même, on a l'impression qu'on a une polarisation du débat en ce moment entre des personnes qui jureraient que par les solutions techniques, hein, justement, le technosolutionnisme, et puis une version de la société un peu plus décroissance ou sobriété très forte. Euh, et bon, faut pas oublier que la vraie question, c'est quand même celle du capitalisme. Ce que j'essaie d'expliquer à la fin du bouquin, c'est que moi, j'ai vraiment j'ai des gros doutes plutôt sur l'idée qu'on puisse garder le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui actuellement, en changeant juste d'un point de vue technique la façon dont on s'approvisionne en énergie, et qu'en faisant ça, on va régler le problème du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc. Il y a quand même, enfin, je veux dire, là, j'invente rien, il y a plein de gens qui le disent, mais c'est quand même compliqué à faire passer comme idée au-delà de cercles, disons, bah, comme celui de ce podcast, de gens qui sont déjà un peu au fait de tout ça. Ce que je montre quand même, c'est que ce dont il va falloir sortir, c'est du capitalisme, et même ça, ce ne sera pas suffisant. Parce que l'intuition que j'ai, c'est que tant qu'on reste dans ce que Lewis Mumford a appelé des méga-machines, c'est-à-dire des sociétés qui sont énormes et qui ont justement des besoins énergétiques très importants, et plutôt des volontés de croissance d'expansion, hein. Donc en fait, ce que Mumford appelle les méga-machines, ça démarre avec les premiers empires, donc c'est-à-dire les premières sociétés étatiques qui ont des velléités d'expansion impériale. Donc ça démarre, on va dire, il y a 3000 ans, hein, donc c'était à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. J'ai quand même l'impression que si on sort du capitalisme et qu'on reste quand même dans ce type de grande conformation de méga machines sociales qui serait peut-être pas capitalistique mais qui serait, je sais pas, autre chose, et ben même là on sortirait, enfin on réglerait pas tout à fait le problème. Mais donc c'est ça qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on invente des sociétés, des modes de vie qui sont, voilà, qui permettent de respecter les limites écologiques du système Terre. Alors, de toute façon, si on ne le fait pas, le système Terre se rappellera à nous, hein, de façon brutale. Mais je dois avouer que voilà, moi, j'ai pas de solution. Ça a l'air compliqué dans un monde comme ça où on a euh, une économie tout à fait globalisée comme aujourd'hui, avec des États-nations de partout. Enfin, plutôt d'ailleurs une tendance un retour de l'autoritarisme étatique. Enfin, clairement, c'est très compliqué, hein. J'ai pas de solution toute faite, clairement, à la fin du bouquin, ça je dois bien le dire. Ce sera peut-être l'objet d'un deuxième livre ou voilà, de réflexion future. Bon, malgré tout, j'ai l'impression que le bouquin permet euh, peut-être de mieux comprendre quand même d'où on vient, pourquoi l'état du monde est tel qu'il est, et ça permet quand même de cerner les points de blocage qui font qu'on est effectivement un petit peu bloqué aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes ça sous l'angle de l'énergie et surtout de la domination, en fait, c'est bon, les bras t'en tombent un petit peu en disant ouais, on a quand même le sentiment que, en tout cas, moi, la manière dont je le vois aujourd'hui, les rapports de domination et d'oppression sociale sont un peu au cœur Mm. de ces problématiques. Peu importe en fait la manière dont se construit la société, dont elle est articulée, etc. Et que ça, on voit pas bien comment est-ce qu'on pourrait le défaire en fait. Ou en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait transformer un peu ces imaginaires ou ces volontés, quoi. Ouais, ouais, c'est très compliqué, je veux dire, à la fois d'embarquer, enfin surtout d'embarquer autant de personnes dans des classes sociales différentes, qui ont des points de vue, des envies différentes, et puis surtout, je veux dire, on va pas. Donc, par exemple, j'aimerais beaucoup, moi, discuter avec les personnes qui sont plutôt en train de défendre la notion de décroissance, à laquelle moi, je vois des idées super intéressantes, celle de sobriété, par exemple, mais comment est-ce qu'on fait adhérer les pays en développement et puis même les classes populaires chez nous,
à l'idée de décroissance. Ça me paraît très compliqué. Je veux dire, l'imaginaire capitaliste est encore vraiment tellement là. Il est Ouais, tellement alors capable aussi de là-dessus, promettre des choses que c'est compliqué. là-dessus, sur la décroissance, en tout cas, si, enfin, je pense qu'il y a différentes définitions de la décroissance, mais si on prend Mm. la définition de la décroissance telle que la formule Timothée Parikh ou des gens qui sont un peu dans ce même modèle de pensée, ben, Mm. il n'y a pas de décroissance en fait chez les classes populaires ou chez les pays en développement. Oui, c'est C'est plutôt pour une le coup en fait redistribution massive. exactement, ouais, la décroissance, elle se fait en fait chez les riches et chez les privilégiés, pas Bien chez les sûr. autres, Non, non, mais pour ça c'est arriver sûr, en fait mais à un juste je milieu, me, quoi. je me pose quand même la question de la pertinence en fait du concept Hmm. d'un point de vue pratique, quoi, enfin, ou performatif, je sais pas comment le dire, mais parce que Ouais, ouais. finalement, là, ce que les personnes, enfin, ce qu'on vise en fait avec la décroissance, c'est pas la décroissance en elle-même, c'est l'état stationnaire, disons un état stationnaire, c'est-à-dire une société qui arrêterait de consommer de plus en plus de ressources, mais qui au moins en consommerait à un niveau stable, et avec, si possible, un maximum de redistribution et donc de confort de vie, hein, parce que le but, c'est bien de maintenir le confort de vie et le bien-être. Et donc, du coup, je m'interroge un peu sur quelle est la nécessité de parler du concept de décroissance, pourquoi ne pas Mhm. parler tout de suite de ça. Et donc, à la fin du bouquin, moi, je parle plutôt de ça, je parle plutôt de gens qui parlent d'écosocialisme, de communisme libertaire, qui sont quand même plutôt les termes qui sont employés aujourd'hui par la gauche, disons la gauche radicale ou l'extrême gauche. En fait, avec le concept de décroissance, j'ai l'impression qu'on se met à dos à la fois les libéraux, technosolutionnistes, et à la fois l'extrême gauche, ou les radicaux de gauche qui ont vraiment une volonté anticapitaliste et donc de proposer autre chose. Et donc je Oui, vois ce pas serait un l'intérêt de se peu. mettre à dos les deux camps, parce que clairement, enfin, moi j'ai quand même l'impression que voilà, la notion de décroissance, elle est aussi rejetée par, je sais pas, des gens comme Frédéric Lordon, par exemple, des économistes, enfin, des penseurs voilà, de la gauche radicale. Euh, Oui, oui, c'est pour vrai ça, que il y a plein de, enfin, en gros, généralement, ce que disent les défenseurs du mot décroissance, hein, encore une fois, c'est que c'est un mot obus, décroissance, que tu ne peux pas détourner. Et à une époque où, en ça c'est fait, clair. la plupart des concepts sont détournés par le capitalisme, comme le développement durable, même la sobriété, puisque maintenant, la L'économie sobriété dans la bouche, circulaire, ouais, ouais. Mm, voilà, d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, mm, finalement, c'est une sobriété avec croissance. Bon, mm. alors voilà, effectivement, on a perdu le concept des doigts là, Oui. mais c'est vrai que si on moque un petit peu la terminologie, ce serait comme dans une vision marxiste de dire on prône la dictature du prolétariat au lieu de prôner le communisme, quoi. C'est. Ouais, 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 bon, c'est des questions honnêtement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une époque où justement il y a du débat, on peut, voilà, on échange sur tous ces concepts-là. Alors après, pas toujours de façon malheureusement euh, pacifique, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai essayé avec ce livre d'amener ma petite pierre à l'édifice ou en tout cas à la réflexion sur tout ça. Et vraiment, il faut quand même comprendre que j'ai pas des idées honnêtement arrêtées. Enfin, on gagnerait à se dire justement tous à arrêter d'avoir des idées arrêtées surtout, enfin à la fois même sur la notion d'effondrement, alors sur tout ce qui est autour de la collapsologie, dans le livre à la fin quand même je suis assez critique de cette notion aussi, mais il m'arrive à des moments où moi aussi j'ai des petites poussées un peu collapso ou éco-effondristes où je me dis ouais quand même c'est peut-être quand même ils ont peut-être pas tort d'agiter de faire un peu peur comme ça avec ce concept-là. Donc, je pense qu'on est tous un peu ambivalents hein, sur. Enfin, voilà, va falloir trancher. Je dis pas qu'il faut tout le temps rester dans un ventre mou, surtout pas. Va falloir trancher. Et puis surtout, on n'a pas trop le temps d'attendre. C'est aussi un peu ça le problème. Euh, mais voilà, on est dans une époque un peu troublée, compliquée. Euh, Voilà, mon livre, c'est plus un livre d'histoire. Je suis plutôt bon pour essayer d'analyser ce qui s'est passé avant. Essayer d'anticiper le futur, c'est quand même voilà, c'est un autre travail, quoi. Oui, oui, et puis c'est compliqué et c'est souvent bancal. Mais en tout cas, ouais, ton livre offre beaucoup de pistes de réflexion et une lecture particulière, en tout cas, de l'histoire, qui permet en fait d'envisager
autrement en fait futurs possibles et même surtout la société actuelle. Je trouve que c'est très riche en fait pour ouvrir une nouvelle critique ou un nouveau regard sur notre manière de fonctionner Mmh. et permettre de se libérer un petit peu en fait du cadre euh, capitaliste néolibéral, on va dire au sens large des différentes croyances, idées qu'on peut avoir sur le fonctionnement, le bon fonctionnement des choses. Et pour ça, je trouve qu'il est vraiment extrêmement pertinent. Euh, Si je peux, ouais, je rajoute juste un point sur ça. C'est clair que j'ai quand même essayé d'appuyer pas mal dans la dernière phase d'écriture du livre sur ces aspects-là, notamment en m'inspirant de David Graeber et David Wengrow, leur dernier livre, Au commencement été. C'est quand même un des points très importants du bouquin, même s'il peut être critiqué par ailleurs, mais c'est d'essayer de comprendre qu'il y a des alternatives possibles et qu'on va devoir aller de toute façon vers autre chose que le cours de l'histoire des 200 dernières années. Euh, c'est quand même, il y a quand même un discours auto-justificatif et auto-glorifiant du capitalisme et du néolibéralisme à l'heure actuelle. Et donc il faut arriver à se dire oui, il y a des alternatives. Margaret Thatcher disait Tina, there is no alternative. Si, il y en a justement. Et l'histoire, hein, l'histoire très longue des sociétés humaines, ça permet de voir qu'il y a eu plein d'essais à droite à gauche. Alors certaines ont été arrêtées parce que voilà, mais il y a eu quand même plein d'alternatives possibles. Et il y en aura encore à l'avenir, je pense. À mon avis, il y aura plus de modes de vie différents, alternatifs dans le futur qu'on en a eu au XXe siècle, où effectivement on avait l'impression comme ça que de toute façon il fallait forcément rentrer dans le moule de l'État-nation, très développé, très sophistiqué, en misant tout sur le pétrole, etc. On sent bien que là, c'est un modèle qui est à bout de souffle et il faut inventer la suite. Bah, merci beaucoup, Victor. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais peut-être des recommandations de lecture ou de podcasts ou de conférences qui toi, te parlent et qui pourraient bah, aider aussi les auditrices et les auditeurs à s'enrichir et à voir le monde sous un autre angle? Ouais, alors il y a deux bouquins très importants, je trouve, en ce moment, enfin en tout cas moi qui m'ont vraiment plu. Il y a un bouquin de François Bégodeau qui s'appelle Boniment, qui est sorti là il y a quelques semaines, qui fait une analyse et une déconstruction de tout un tas de mots justement de notre époque. Alors ça peut aller de néolibéralisme à trottinette en passant par smartphone, l'expression j'assume. Enfin voilà, c'est François Bégodeau est, je pense, un des penseurs radicaux les plus intéressants, enfin pour moi les plus percutants, pertinents à l'heure actuelle, et il est vraiment très important pour penser le capitalisme à l'heure actuelle. Donc voilà, ce premier livre, Boniment de François Bégodeau, pardon. Et le deuxième, c'est un livre qui s'appelle Voyage en misarchie de Emmanuel Docès. Et ça, c'est le premier livre pour moi que j'ai trouvé qui justement dépeint dans le détail ce que serait une société euh, donc misarchiste, c'est-à-dire en fait ce serait une société anarchiste dans le sens voilà avec un État mais sans État vraiment autoritaire et puis avec une remise en question complète du capitalisme. Donc c'est une sorte de pays un peu imaginé, c'est un roman, hein. C'est sous forme de roman, mais en fait ça aurait pu être un essai. Il y a une partie romancée juste pour voilà avoir quelques personnages et que ce soit pas trop aride, mais il aborde la question de la propriété privée, la question de la monnaie, la question du statut des entreprises, la question de... Enfin, vraiment, c'est un juriste à la base, Emmanuel Docès, qui a écrit ce livre, Voyage en misarchie. Et il a vraiment, on pourrait presque appliquer le modèle tel quel, reprendre en tout cas beaucoup d'éléments pour imaginer justement une société non capitaliste et en phase avec les limites écologiques du système Terre. Bah, génial, merci beaucoup, Victor. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, Jean-Philippe. À bientôt.